Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue à cette édition. Voici les titres de l'actualité. Les résultats provisoires du recensement biométrique des étudiants suscitent des réactions. Les fondateurs des universités privées dénoncent les chiffres avancés par le ministre de l'Enseignement supérieur et menacent d'arrêter les cours. Reportage à suivre avec Djibril Ba. Fin des travaux de la 19e Assemblée générale de l'ACAM et des 2 journées pharmaceutiques de Guinée. Après 3 jours de discussion, les participants ont adopté le plan d'action stratégique 2017-2021. De nombreux Irakiens continuent de fuir les combats à Mossoul-Ouest qui opposent le groupe État islamique aux forces irakiennes. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le président tchadien Idriss Déby Itno poursuit sa visite d'État en Guinée. Au cours de cette visite ce samedi, les énergies renouvelables, les gouvernements guinéens, gabonais et égyptiens ont dévoilé les avantages de l'accord de Paris sur l'environnement. 14 projets sont déjà sélectionnés pour le continent, dont 4 pour la Guinée. Ces projets concernent entre autres la construction des barrages hydroélectriques dans le cadre de la réduction des gaz à effet de serre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. En plus bref encore, Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, le Sili Junior qualifié en demi-finale de la compétition qui se déroule en Zambie. Après sa victoire sur le score de 3-2 contre le Mali. Dans l'autre rencontre de ce groupe, la Zambie a battu les Égyptiens sur le score de 3-1. Avec cette qualification, le Sili Junior est assuré de disputer la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans, prévue en Corée du Sud du 11 mai au 27 juin. Le différend qui a longtemps opposé Bahouri au bureau politique de l'UFDG vient d'être tranché par la justice guinéenne. Ce verdict favorable au vice-président n'est pas du goût des responsables de l'UFDG qui qualifient cette décision d'un non-événement, voire d'une diversion provoquée par le pouvoir. De son côté, le vainqueur du procès se dit réconforté. Suivez ce reportage d'Antoine Kourma et Aliouba. Au lendemain de cette décision de justice, Mamadou Bahouri est enthousiaste et entend donner à l'UFDG une nouvelle image à travers la redynamisation du parti. Pour le vice-président de l'UFDG, la mamaya est terminée. Et un parti, une vraie institution aujourd'hui, c'est être avec les populations, être dans les quartiers, être avec les jeunes, être avec les femmes, être avec ceux qui souffrent, pour leur permettre de se trouver de nouvelles alternatives pour prendre leur destin entre leurs mains. Et c'est ça un vrai parti. Ce n'est pas faire la mamaya quotidiennement, et ça, il faut que ce soit mis de côté. Après cette décision de justice, Bahouri veut prendre du recul quelque temps. Pour lui, le Kanselou doit davantage se ressaisir et penser à l'avenir du parti dont les membres sont condamnés à se retrouver. Pour le vice-président, la réconciliation n'est pas impossible, même s'il ne le dit pas clairement. Laissons-leur le temps de réfléchir et de reprendre conscience de l'indispensable nécessité de travailler pour l'intérêt collectif et non pas de s'intéresser à des intérêts égoïstes. Le son de cloche de l'autre côté est nettement différent. La page Bahouri serait nettement tournée, peu importe ce que dit la justice. On parle de manipulation de cette justice par l'exécutif pour faire diversion. La justice ne peut pas imposer M. Bahouri à l'UFDG. Nous ne sommes pas... Nous n'avons pas de gouvernement, c'est une association. Hein? Ce que M. Bahouri pouvait faire, à mon humble avis, qui était d'abord indispensable, c'était de s'arranger, être dans le cœur des militants. C'est lui qui est dans le camp, qui cherche à venir à l'UFDG. C'est nous qui lui avons le temps de réfléchir et de comprendre ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, il est acté, Bahouri ne reviendra plus jamais à l'UFDG. Ces différentes réactions n'augurent pas une réconciliation au plus tôt entre le vice-président réintégré par la justice et les autres membres du parti qui pensent que Bahouri ferait mieux de se créer un nouveau parti politique.
Politique encore, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne compte saisir dès ce lundi la Cour constitutionnelle pour marquer son désaccord au point 2 des accords du 12 octobre dernier. Vous le savez, il a été adopté récemment par l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter Dansa Kourma, président de cette plateforme. Et nous allons attaquer cette loi devant la Cour constitutionnelle. Et déjà, le recours du Conseil national est fait et adressé à l'Institution nationale des droits humains. Et il sera déposé le lundi à la première heure. Au-delà de cela, nous ne revendiquerons pas en faisant des manifestations de rue ou en jetant des cailloux ou en brûlant des pneus. Mais nous allons suivre les institutions jusqu'à leur dernier retranchement. Parce que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Cette loi ne peut pas être appliquée si la Cour constitutionnelle ne donne pas son avis de conformité avec la Constitution. Et nous estimons que c'est un passage par la force qui a été orchestré par la classe politique. La Chambre représentative des universités privées s'est prononcée vendredi après la publication des résultats du recensement biométrique des étudiants. Les membres ont dénoncé les chiffres avancés par le ministère de l'Enseignement supérieur et veulent même arrêter les cours. Explication, Djibril Ba. La publication des résultats du recensement biométrique des étudiants a précipité la rencontre de la Chambre représentative des universités privées. Le département en charge de l'enseignement supérieur affiche 52 000 étudiants, dont 32 976 seraient des fictifs. Devant un tel constat, les fondateurs d'universités se posent sans cesse des questions. La Chambre représentative des universités privées, CREUSUP, rejette ces chiffres et informe l'opinion nationale et internationale que l'effectif réel de l'ensemble des universités privées dans les contrats officiels est de 25 711 étudiants. Nous rappelons que ces derniers chiffres sont les chiffres officiels du ministre lui-même et constituent la base de paiement des boursiers de l'État reçus dans les universités privées. Comment donc le nombre d'effectifs peut-il être supérieur à l'effectif officiellement inscrit dans nos universités? La CREUSUP demande des justifications de la part du ministre Yero Baldé avant d'annoncer une menace, celle d'un éventuel arrêt des cours. En outre, les deux plus grandes universités qu'il a incriminées pour avoir 5 000 fictifs chacune, à savoir l'université de Nongo, Conakry, UNC, et l'université Kofi Annan de Guinée, UCAG, ont des effectifs contractuels respectivement de seulement 3 465 et 3 860 étudiants. Encore une fois, il est incohérent d'annoncer un nombre de fictifs plus élevé que le nombre d'étudiants. Un bras de fer est ainsi engagé et pour l'instant rien ne prédit la solution à l'immédiat née d'une incompréhension entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les patrons des universités privées. Fin ce vendredi à Conakry de la 19e Assemblée générale de la CAM et des 2 journées pharmaceutiques de Guinée. Après 3 jours de discussion, les participants venus des 21 centrales d'achat membres ont adopté le plan d'action stratégique 2017-2021. Ils ont aussi mis un accent sur la lutte contre le trafic de faux médicaments. Idriss Abari, Amaralex Silla. Je déclare close la 19e Assemblée générale de la CAM. Vive la coopération internationale. C'est par ces mots que la 19e Assemblée générale de la CAM, couplée aux 2e journée pharmaceutique de Guinée, a pris fin à Conakry. Au terme de ces 3 jours de débat et d'échanges autour du thème central, les directeurs généraux des 21 centrales membres ont adopté ensemble le plan d'action stratégique 2017-2021. Le but de ce tout premier plan stratégique de la CAM, après 20 ans d'existence, vise à améliorer l'accessibilité des médicaments essentiels de qualité aux populations. Les principaux axes, c'est non seulement le renforcement de partenariat entre les centrales, mais aussi l'amélioration de la performance des centrales. Autre recommandation issue de ces 3 jours d'assises, l'Assemblée générale demande à tous les membres de la CAM de désigner un point focal pour le suivi et évaluation du plan stratégique. Au cours des plénières, les directeurs généraux des différentes centrales ont échangé sur le cadre juridique et institutionnel, mais aussi sur le statut des centrales. Nous sommes engagés à finaliser nos techniques sur les critères qu'il faut pour une centrale d'achat viable et performante à mettre à la disposition des États, des acteurs de nos États. Cette 19e AG s'est aussi penchée sur la problématique de la contrefaçon et des faux médicaments. Selon une étude de la Fondation Chirac, les faux médicaments font plus de 800 000 morts chaque année dans le monde. De quoi inviter les pays membres de la CAM à adhérer à la Convention Médicrime de l'Union européenne. Et ça, c'est un trafic mortifère, redoutable,
les falsificateurs sont des criminels. C'est ce que la Convention Médicrime veut rappeler, et en donnant un outil juridique pour la répression contre ce drame. Le ministre de la Santé s'est réjoui de la tenue de cette rencontre à Conakry. Dr Abdourahmane Diallo a tenu à rassurer la CAM de sa disponibilité et de s'investir auprès de ses pairs pour un plaidoyer en faveur du plan stratégique. Je rassure la CAM d'être le porte-parole auprès de mes pairs, ministres de la Santé d'Afrique, pour la mise en œuvre du plan stratégique. C'est désormais la Guinée qui assure la présidence de la CAMI à travers la personne du directeur général de la PCG pour une durée d'1 an. Près de 60% des produits pharmaceutiques sur le marché sont contrefaits et constituent donc un problème de santé publique. Pour mener à bien cette lutte, une synergie d'action de tous les acteurs est nécessaire. C'est du moins l'avis du président de l'IOPA que je vous propose d'écouter. Nous allons terminer ces 3 jours par un sujet grave, un sujet qui nous interpelle tous, la question des faux médicaments. Nous savons que dans ce domaine, le rôle des autorités réglementaires est certes important, mais aussi l'autorégulation de la profession par des organisations professionnelles fortes est aussi essentielle. Dans le reste de l'actualité, l'association des cambistes de Guinée dans la tourmente. Dans une déclaration ce samedi, un groupe de jeunes cambistes réclame la démission du bureau actuel dirigé par Amadou Tidiane Koula Diallo. Ces jeunes cambistes accusent le président et les membres du bureau de mauvaise gestion. Reportage. Pour ces jeunes cambistes réunis à leur siège de Koléa, le bureau actuel de leur corporation dirigé par Amadou Tidiane Koula Diallo doit démissionner. Ils évoquent une mauvaise gestion de l'équipe dirigeante. Nous ne serons passés sans dénoncer le laisser-aller dans la vente des devises, le nombre incontrôlé des cambistes clandestins. Le manque d'organisation prend une proportion de plus en plus inquiétante. Au regard de tous ces manquements à la déontologie et à l'éthique des bureaux de change, nous jeunes cambistes ne reconnaissons plus le bureau exécutif des cambistes dirigés par Elhaj Amadou Tidiane Koula Diallo. Autre grief de ces jeunes, la répartition des fonds en devises que la Banque centrale fournit à l'association des bureaux de change agréés. Tous les montants alloués aux cambistes par la BCRG ont été répartis comme suit. 40% pour les bureaux de change agréés et 60% pour son clan. Ce comportement est en grande partie les principales raisons de toutes les spéculations que connaît aujourd'hui notre monnaie. Un nouveau bureau a été mis en place dans la foulée de cette déclaration, avec à sa tête Bakary Konaté, suivi de Mamadou Ouri Diallo comme vice-président. Dans le camp du bureau en fonction, la réplique ne s'est pas faite attendre. Le président dénonce l'attitude des jeunes cambistes et parle de manipulation. Amadou Tidiane Koula Diallo affirme qu'il reste et demeure le président de l'association des cambistes de Guinée. On l'écoute. Bakary Konaté, c'est un joueur faillère. S'il insiste, on peut nous appeler à la Banque centrale et présenter son agrément. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, c'est le cambiste, tout le cambiste de Guinée qui m'a nommé comme président de l'association. Conakry à Yomu, Conakry à Kankan, Conakry à Koundara. Si on peut m'enlever dans le président de l'association, c'est l'association ensemble qui va asseoir, appeler, faire une assemblée générale, Conakry, l'entrée du pays, avec tout l'antel, on m'appelle, on dit que maintenant, Elhaj Koula, qui est pris près de l'association, c'est telle personne, on va élire encore un autre président. Et puis, dans le même registre, la Banque centrale a célébré le 1er mars dernier le 57e anniversaire de la création de la monnaie nationale, une occasion de faire l'état des lieux de cette monnaie. Je vous propose de suivre l'analyse de François Faya-Bourneau, économiste et porte-parole du PEDN. Les banques primaires qui sont là sont en situation de surliquidité. C'est-à-dire les banques ont énormément de liquidités dans leurs travaux. Alors qu'il y a un ratio qu'ils doivent respecter. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont une quantité de monnaie plus importante que ce qu'elles doivent garder. Et la Banque centrale, on l'appelle la banque des banques. C'est elle
qui doit veiller à respecter ce ratio que les banques doivent garder. Mais aujourd'hui, les banques ont demandé à la Banque centrale, écoutez, on est en surliquidité, pour respecter le ratio, nous voulons déposer le surplus dans vos KO. La Banque centrale dit non. Non seulement elle dit qu'elle ne prend pas les petites coupures, alors que c'est elle qui émet ces coupures. Et deuxièmement, elle dit qu'elle a un problème d'investissement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'infrastructure nécessaire pour garder ses stocks de monnaie. Donc, et ça crée un autre problème aux banques primaires, qui est un problème d'assurance. La déconcentration et la décentralisation, deux concepts mis à l'épreuve aux étudiants en banque et finance, sciences juridiques et politiques, puis en droit privé de l'université de Songfonia. Selon les conférenciers, cette thématique se révèle une véritable source d'emploi pour les jeunes et leur permet de participer activement au développement local. Le reportage de Djibril Ba, rendu par Djiba Milimono. Dans l'évolution des États, il a toujours existé des stratégies pour un développement économique et social. La Guinée, dans ce cas d'espèce, a depuis 1985 expérimenté un système pour répondre à ses préoccupations de croissance économique. Ce système est sans doute la décentralisation et la déconcentration. Vous savez, la déconcentration, c'est la délégation de pouvoir de l'autorité supérieure à une autorité subordonnée de façon hiérarchique. Ministre de l'administration du territoire, gouverneur, préfet et sous-préfet. Alors que la décentralisation, c'est non seulement un transfert de compétences, de ressources, de pouvoir et d'autonomie de gestion suite à une élection libre et transparente. La déconcentration et la décentralisation se mettent dans un processus. L'application d'une telle méthode, il y a de cela 3 décennies, peine à laisser des tâches. Ces difficultés sont le plus souvent dues à l'incohérence des programmes des élus locaux. Ça va permettre aux jeunes de comprendre où se trouve l'emploi, puisqu'on parle beaucoup de l'emploi des jeunes. On sait qu'il y a de l'emploi dans le processus de décentralisation. Mais si on n'en parle pas, ça a été je remercie beaucoup vraiment mes frères, mes aînés frères et collègues qui sont venus et dire concrètement ce qu'il faut faire. Et à chaque étape, donc, des études sont menées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Des stratégies de mise en œuvre sont élaborées et par étape ou à la fin de chaque phase, il y a une évaluation. Des apprenants mais aussi des jeunes ne connaissent pas en profondeur le mécanisme de fonctionnement de la déconcentration et de la décentralisation. Après cet échange, ils disent avoir appris. On sait que réellement, ce qui était nuageux dans les têtes sont déjà maintenant enlevés ici en équivoque. Par exemple, avant, je ne faisais pas la différence entre décentralisation et déconcentré. Mais maintenant, à travers leur conférence d'aujourd'hui là, je me suis situé maintenant comment aller au niveau des déconcentrés et au niveau des décentralisations. La gestion et le financement pour le développement restent le nœud gordien pour le département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Face à cette réalité, le ministère est sur la voie de l'élaboration d'un document cadre pour la réussite du développement local. Quelques jeunes et femmes viennent de terminer 2 semaines de formation sur la santé communautaire. L'initiative est d'une ONG allemande qui compte aider les jeunes du pays à renforcer leurs capacités dans le domaine de la santé pour mieux informer et sensibiliser la population sur des maladies. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Awal Kamara. Ils sont une trentaine à avoir bénéficié de 2 semaines de formation sur la santé communautaire. Un renforcement de capacité rendu possible grâce à ces experts allemands. Désormais, ils sont outillés sur des thématiques variées telles l'anatomie des organes génitaux masculins et féminins, des infections sexuellement transmissibles. Nous avons suivi la formation en santé communautaire, mais c'était uniquement basé sur la femme. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, depuis le début de l'obtention de notre agrément jusqu'à aujourd'hui. À cette cérémonie solennelle, les récipiendaires ont à leur tour remercié les partenaires de l'ONG Saïd d'avoir pris l'initiative de former les jeunes et femmes dans le domaine aussi capital que celui de la santé. Je remercie également notre combattante présidente, Mamassia Elisabeth Tonguno et son équipe qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette formation. Les bénéficiaires se disent prêts à mettre en application tout ce qu'ils ont appris au cours de ces différents jours de formation. Notre objectif, c'est aller dans les communautés à la base pour sensibiliser les gens contre les maladies, les prévenir contre les maladies telles que le palu, les maladies que nous on néglige à la base,
et nous partons à la base pour les sensibiliser. L'ONG SAID ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une autre formation est prévue l'année prochaine dans le domaine de la santé communautaire. Remise de diplôme des douaniers stagiaires au camp d'infanterie du kilomètre 36 ce samedi. Plus de 700 agents ont bénéficié de 4 mois de formation commune de base au camp Kwame Nkrumah et au centre d'instruction et d'infanterie de la baie. Ces hommes disent être déterminés à mettre leur acquis au service de la population guinéenne. Arsène Bari, Djibril Kamaki Kabara nous signe le reportage. Ils sont plus de 700 à bénéficier de la formation commune de base qui a comporté des cours théoriques et des applications pratiques couronnés par des tirs et des manœuvres de synthèse. Le stage de formation a permis à ces jeunes de connaître l'art militaire qui leur permettra sans nul doute de pouvoir accomplir toutes les missions futures qui leur seront dévolues par la hiérarchie supérieure dans la loyauté, dans l'honneur et surtout dans la plus grande discipline pour l'intérêt supérieur de la République. Après 4 mois de formation, ces soldats de l'économie disent être prêts à mettre en pratique leur acquis. À travers ce stage, chacun de nous a acquis des savoirs, savoir-faire, savoir-être et des aptitudes militaires qui nous serviront durant toute notre carrière et dans l'accomplissement de nos missions douanières. Nous nous engageons à servir loyalement la nation guinéenne en appliquant ces différents acquis. Le ministre du Budget salue la collaboration entre les différents corps et invite ses agents à faire preuve de loyauté et d'abnégation dans l'exercice de leur profession. Aux jeunes sortants des camps de formation de l'AB et de kilomètre 36, je vous invite à vous montrer digne de la confiance que le peuple de Guinée place en vous, en vous confiant sa sécurité particulièrement. Le président de la République compte sur vous pour l'accompagner dans la construction d'une Guinée où les personnes et leurs biens seront en sécurité. Faites preuve de loyauté, d'abnégation et de discipline dans l'exécution des services qui... Cette promotion porte le nom du directeur général de la douane. Il a tenu à rappeler dans son allocution que c'est une première pour son institution de bénéficier d'une telle formation qui représente une valeur fondamentale pour le métier. Je voulais vous renouveler l'engagement de la douane, de continuer à œuvrer à vos côtés pour mobiliser davantage les ressources financières permettant à l'État guinéen de financer son projet de développement. Je voudrais également prendre cet engagement, Monsieur le ministre, dans le cadre de la lutte contre les grands trafics, le terrorisme et l'évasion fiscale. Des défilés et des remises de satisfecits ont conclu la cérémonie. La remise de diplôme de la 7e promotion de l'Université libre de Guinée a eu lieu ce samedi au Palais du Peuple. Et ils sont 309 étudiants à recevoir le fruit de 3 ans d'études supérieures. Compte rendu Malik Sandiana Kamara, Mohamed Aloussen Kamara. Cette cérémonie de remise des diplômes de ces étudiants de l'Université libre de Guinée marque la fin de leur cycle universitaire. Après 3 ans d'études intenses, les récipiendaires se disent satisfaits des formations reçues. Ils sont formés respectivement dans les filières des sciences juridiques, sociologie, tourisme et hôtellerie, anglais bureautique, télécom et génie. Nous avons reçu de bonnes formations. Je sais, après les études universitaires à ULG, partout où j'y vais, j'aurai moins de problèmes au marché d'emploi. Tous ces honneurs, ces mérites sont dus sans cesse aux efforts des professeurs et encadreurs de l'Université libre de Guinée. Dans le souci de rendre plus compétitifs les étudiants de l'Université libre de Guinée, le fondateur du dit université a tissé un partenariat avec celle Robertson College du Canada. Une catégorie d'étudiants a reçu à cet effet le diplôme canadien en plus du diplôme local. C'est la qualité de la formation que nous donnons aux jeunes. Si vous donnez une bonne qualité, vous avez des fruits, des jeunes qui peuvent se défendre partout où ils vont. Voilà, on nous avait dit, c'est pas possible qu'un étudiant ici suive des cours au standing canadien et qu'il réussisse. Nous venons de montrer que
quand on s'y met, quand on veut, on peut réussir. Nous avons voulu apporter l'excellence académique, la rigueur canadienne ici à Conakry. Et aujourd'hui, vous allez voir que nous avons réussi. Nous avons des étudiants pour lesquels ils recevront le diplôme du Canada du Robertson College. L'Université libre de Guinée est créée en 2007. Selon son fondateur, la majeure partie de ses étudiants a un premier emploi, un mérite qui fait que cette institution d'enseignement supérieur est de nos jours beaucoup convoitée par les futurs étudiants. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.